Alors les spermaphytes ici tiennent compte uniquement des végétaux supérieurs. Donc, les plantes comme nous voyons les manguiers, les avocatiers, les safoutiers, palmiers, et ainsi de suite. Alors qui peut d'abord me rappeler les parties de la plante, la racine, la tige et les feuilles. Donc j'écris racine, tige, feuille. Alors, depuis l'école primaire, voici donc ce qu'on nous a appris, n'est-ce pas, sur les parties de la plante. Alors, je me rappelle, quelque part, j'ai eu à faire ce cours. Il y avait des élèves qui m'ont dit, monsieur, donc vous les messieurs, en fait, vous êtes des menteurs. Parce que je leur ai dit, la plante est constituée de 4 parties. Et ils ont dit, mais monsieur, comment? Nous, on nous avait enseigné ça comme ça. Je dis, les profs ne sont pas des menteurs. Mais c'est juste un problème de niveau et de programme. Alors, quand vous étiez à l'école primaire, on ne pouvait pas vous dire que 1 moins 2 égale à moins 1. Parce que là-bas, vous n'avez pas appris l'opération des signes. N'est-ce pas? Là-bas, on dit 1 moins 2. Je ne peux pas, j'ajoute. C'est donc l'appareil végétatif de la plante. L'appareil végétatif de la plante ici est constitué de ces 3 parties. Et donc la dernière partie restante, c'est la fleur. Et la fleur ici constitue donc l'appareil reproducteur de la plante. Nous, ici en terminale, nous n'allons pas utiliser, nous n'allons pas voir encore une fois de plus l'appareil végétatif, mais nous allons donc nous baser sur l'appareil reproducteur. Parce que le chapitre dont nous sommes en train de traiter maintenant s'intitule La reproduction chez les spermaphytes. Donc c'est une reproduction. Nous allons donc voir l'appareil reproducteur. C'est comme lorsque nous avons vu la reproduction humaine. Nous avons d'abord commencé par l'anatomie des appareils, n'est-ce pas? Nous avons vu les appareils génitaux. Ici aussi, c'est ce que nous avons fait. Alors, vous avez donc les gymnospermes et vous avez les angiospermes. Alors, lorsqu'on parle de gymnosperme ici, on voit donc l'ensemble des végétaux qui ont donc des graines nues ou encore des graines qui ne sont pas donc enveloppées par des fruits. Et ici, oui. C'est le mot là, hein? Oui, monsieur. Les graines nues. N'interprétez pas en tituba, s'il vous plaît. Voilà. Donc ici, nous avons l'exemple. On peut parler par exemple du sapin. Qui a déjà vu le sapin? Nous, quand on était enfant, on utilisait ces graines-là, on utilisait ça comme étant des grenades quand on faisait les jeux de guerre. Hein? Voilà. Donc c'est ce qu'on utilisait. Il y a aussi même l'eucalyptus. Ça, ce sont des éléments dont nous pouvons voir les graines qui sont directement exposées. Maintenant, nous avons les angiospermes, donc les graines sont cachées. Les graines sont cachées dans le fruit. Et là, nous avons par exemple l'avocat. Nous avons par exemple l'arachide. Nous avons par exemple la mangue, bien sûr. Ainsi de suite. Alors, en ce qui concerne donc les angiospermes que nous allons développer dans ce cours, parce que nous n'allons pas assez nous attarder et parler sur les gymnospermes, mais nous allons plus parler sur les angiospermes. Alors, en ce qui concerne les angiospermes ici, nous allons encore regarder que nous avons 2 catégories. Alors, ces catégories au niveau des angiospermes, nous avons donc les monocotylédones et nous avons les dicotylédones. Alors, on parle de monocotylédones ici, ce sont donc des plantes à nervures parallèles. Quand je parle de plantes à nervures parallèles, alors vous avez ceci. Un exemple. Voilà.
Voilà, les nervures sont parallèles comme ça. Ok? Par exemple, canne à sucre. Ok? Par exemple, le palmier. Si vous voyez les feuilles de palmier, les nervures sont parallèles. Différemment des feuilles, par exemple, de manguier ou encore d'avocatier qui, vous voyez, non, les parallèles sont, sont un peu croisés là. Ou encore rebrousse chemin. Différent de ça. C'est bon? Et ça, ce sont donc les monocotylédones. Et donc, lorsque vous allez regarder leur graine est formée d'un seul cotylédon. Ça veut dire que lorsque vous allez appuyer la graine ne va pas se séparer facilement. Ça veut dire qu'il n'y a pas deux portions, une seule portion qui forme donc la graine. C'est comme si vous prenez la graine de maïs, vous ne pouvez pas ouvrir ça ou encore séparer ça en deux de la même manière que la graine de l'arachide. Or, la graine de l'arachide a deux cotylédones. Et lorsque vous regardez le palmier à huile, ça va? Le noix là aussi, vous ne pouvez pas séparer ça en deux. Ça, ce sont donc des monocotylédones. Mais par contre, les dicotylédones sont donc des graines qui ont deux cotylédones. C'est comme j'ai parlé de l'arachide. On peut donc parler de l'avocat, par exemple. Vous voyez, le noix, ça peut se diviser en deux, n'est-ce pas? On peut parler de l'haricot, par exemple. Ça donc, ce sont donc des dicotylédones. Alors, en ce qui concerne cette reproduction que nous allons donc développer avec vous, nous allons nous attarder sur l'appareil reproducteur dont j'ai parlé. J'ai parlé donc de la fleur. On est d'accord? Alors, en ce qui concerne la fleur ici, nous allons parler de la fleur de l'hibiscus. Alors, la fleur de l'hibiscus ici est bisexuée, c'est-à-dire sur cette fleur-là, nous avons quoi? Nous avons les deux organes, mâle et femelle. Alors, nous pouvons donc essayer de représenter rapidement un tout petit peu. Ben voilà un tout petit peu l'image que nous pouvons donc donner à cette fleur de l'hibiscus. Alors, vous avez donc ici des sépales et des pétales qui sont donc des éléments stériles de la fleur. Maintenant, ce qui va donc nous intéresser ici, c'est cette portion-là. Je peux couper là, ça là. C'est ce qui forme donc l'organe mâle, que nous appelons par l'étamine. Alors, ici, l'étamine est donc l'organe mâle. L'étamine là est constituée de quoi? Cet élément-là est donc appelé le filet. Et l'élément que vous voyez là est appelé antenne. Ça veut dire que l'ensemble formé de l'antenne et le filet forme ce que nous appelons par quoi? Par l'étamine, qui est donc l'organe mâle de la fleur. Et donc, lorsque nous regardons ici, je vais essayer d'accentuer cet élément-là. Voilà. Et l'élément que nous voyons ici, c'est cet élément qui forme donc l'organe femelle. Donc je peux faire ceci, je peux enlever ceci pour vous faire monter. Là, c'est la partie stérile que je suis en train d'enlever. Donc voilà, je m'arrête là. Et donc ici, je vais noter. Ça, on appelle ça le stigmate.
là, on appelle ça le style. Et ici, vous avez l'ovaire. À l'intérieur de l'ovaire, vous avez donc l'ovule. Ok? Donc, ça, c'est ce que nous appelons par le pistil ou gynécée. Là, c'est l'organe femelle de la fleur. Et donc, tout se passe ici. Donc, au cours de cette leçon, nous allons voir comment l'élément dans l'organe mâle ici se forme, comme chez l'homme. Nous avons dans les testicules le spermatozoïde qui se forme, n'est-ce pas? Donc, on va voir aussi dans l'organe mâle ici qu'est-ce qui se forme à l'intérieur ici. Et chez la femme, il y a donc l'ovocyte 2 qui se forme. Nous allons aussi voir ici dans le pistil qu'est-ce qui se forme. Et à la fin, il y aura quoi? Rencontre des deux gamètes. On est d'accord? Pour que nous puissions parler donc de la fécondation. Alors, je vais donc essayer de tirer un tout petit peu les explications pour donner la lumière sur ce que nous avons à faire. Ici, en ce qui concerne l'étamine ici, l'étamine à l'intérieur de l'antère ici, il y a donc la formation d'un élément que nous appelons par le grain de pollen. Alors, le grain de pollen ici est un gamétophyte. On l'appelle comme ça. Alors, pourquoi on l'appelle gamétophyte? Parce que le grain de pollen qui est à l'intérieur là porte le gamète mâle. Et donc, comme il porte le gamète, voilà comment il est qualifié de gamétophyte. Donc, si on vous demandait de donner le nom du gamétophyte mâle au niveau donc de ce cours, vous dites que c'est le grain de pollen. Parce que ça porte le gamète mâle. Or, le gamète mâle est appelé quoi? Entérozoïde. Ça, c'est vu depuis la seconde. Entérozoïde, ici, n'est autre que le spermatozoïde. Mais le nom spermatozoïde, c'est pour les animaux. Maintenant, pour les végétaux, on parle de entérozoïde. Alors, donc, à l'intérieur, ici, il y aura formation du grain de pollen. Pendant que le grain de pollen se forme ici, au niveau de l'ovaire, ici, à l'intérieur de l'ovule, il y a aussi un gamétophyte femelle qui se forme. Et ce gamétophyte femelle est appelé le sac embryonnaire. Et pendant que le sac embryonnaire se forme ici, à l'intérieur du sac embryonnaire, il y aura donc quoi? Le gamète femelle. Et ce gamète femelle est appelé oosphère. Pendant que chez l'humain, on parle de l'ovule, ici on parle de oosphère. Et donc, lorsqu'il y aura formation du sac embryonnaire, ici, et il y aura formation du grain de pollen à l'intérieur là, alors nous allons passer à une étape que nous appelons par la pollinisation. Alors, c'est quoi la pollinisation? La pollinisation ici, c'est lorsque le grain de pollen qui est à l'intérieur de l'antère ici devient mûr, comme il y en a beaucoup, alors la ligne que vous voyez là, la ligne là, on appelle ça la fente de déhiscence. Fente, comme ça. Fente de déhiscence. Alors la fente de déhiscence ici, ça s'ouvre en fait. Quand ça va s'ouvrir, ça laisse la possibilité au grain de pollen qui est à l'intérieur de sortir. Et ces grains de pollen là, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura ce que nous appelons par des agents pollinisateurs. Ces agents pollinisateurs là viendront pour faire quoi? Pour faire déplacer les grains de pollen qui sont là. Par exemple le vent. Le vent peut souffler et les grains de pollen se déplacent. Lorsque un grain de pollen se déplace, quitte ici par le vent par exemple, ça peut venir jusqu'à ce que ça vienne tomber sur le stigmate. Ok?
Ce déplacement-là et le dépôt, c'est ce que nous appelons par la pollinisation. Et donc, on peut définir la pollinisation comme étant le transport et dépôt du grain de pollen sur le stigmate. Ça va? Maintenant, ici, on va parler de deux types de pollinisation. Vous avez la pollinisation directe et la pollinisation indirecte. Lorsque la pollinisation est directe, telle que là, je viens de représenter un seul pied de la fleur, n'est-ce pas? Ça, c'est l'antère de cette fleur. Le stigmate de la même fleur. Lorsque le grain de pollen de cette fleur quitte ici pour tomber sur le stigmate de la même fleur, on parle de auto-pollinisation ou pollinisation directe. Parce que c'est sur le même pied. Mais si on avait une fleur à côté là-bas, et que le grain de pollen de cette fleur-là quitte ici pour aller tomber sur le stigmate de l'autre pied, de l'autre fleur là-bas. Est-ce que je me fais comprendre? Mais les deux fleurs sont de même nature ou même espèce. En ce moment-là, on parle de hétéropollinisation ou pollinisation indirecte. Maintenant, une fois que ça va tomber ici, à l'intérieur, là, vous avez un noyau végétatif et un noyau reproducteur. Et nous allons parler de la germination. Alors, comment le grain de pollen ici va germer? Il va s'allonger, tout en sachant que à l'intérieur ici, ok, il y aura la formation de quoi? Du sac embryonnaire. Et ça, nous allons voir ça en détail. Pour l'instant, j'explique en gros pour que vous ayez l'idée. Et on va aller donc portion par portion. Donc, le sac embryonnaire est représenté comme suit. Voilà donc le sac embryonnaire. Le point là, qui est au milieu là, je vais arranger ça, c'est ce que nous appelons par l'osphère. Là, c'est l'osphère. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? La germination du grain de pollen ici va percer donc quoi? Le stigmate, et il va allonger son tube pollinique. Donc, ça va faire ça. Jusqu'à venir s'emboîter dans le sac embryonnaire ici. Voilà comment ça va se présenter. Et en ce moment-là, le noyau végétatif là va descendre, mais ce noyau-là va dégénérer, ça veut dire que ça va mourir. Il va ne rester que le noyau reproducteur. Le noyau reproducteur là va subir une mitose en passant par là et se séparer en deux. Et donc on va avoir deux spermatozoïdes. Il y aura un spermatozoïde qui viendra se déposer ici et il y aura l'autre qui viendra se déposer par là. Donc le spermatozoïde là va féconder l'osphère et le spermatozoïde là viendra féconder les deux éléments là, on les appelle des noyaux centraux. Et donc il y aura fécondation ici, il y aura fécondation là. Et donc dans les spermatozoïdes, nous allons parler d'une double fécondation. Et lorsque nous allons arriver sur la fécondation, on parlera du phénomène de la double fécondation. Et lorsque cela sera fécondé, nous allons voir le devenir de ça. Comment est-ce que l'ovule devient la graine ou encore le noyau que nous voyons et comment l'ovaire devient donc le fruit que nous mangeons. Nous allons arriver sur ce point-là. Donc, après la pollinisation et la germination, nous allons chuter sur la double fécondation, ce que je viens de dire. Donc, voilà un tout petit peu l'image en gros de ce que nous allons faire sur les spermatozoïdes. Une fois que nous allons obtenir ceci, nous aurons la graine et nous allons voir la germination de la graine jusqu'à ce que ça va donner une nouvelle plantule et qui donnera peut-être demain après-demain une plante. Voilà.